Bienvenue dans Stargate, en route vers les étoiles. Bonjour. Un voyage unique où vous allez découvrir comment la franchise la plus rentable de toute l'histoire de la télé est fabriquée. Nous sommes allés à Vancouver pour vous faire découvrir les coulisses du show. Les maquillages, les décors, les effets spéciaux et vous saurez tout des petits secrets des acteurs d'SG-1 et d'Atlantis. Ah, ça c'est la poisse. Des acteurs comme Chris Judge, David Hewlett ou Amanda Tapping qui nous ont reçus dans une ambiance, comment dire, détendue. Salut la France, c'est Joe... Merde. C'est Joe Flanagan. Retrouvez-moi dans Stargate Atlantis. Sur Siri Club. Hello, I'm David Hewlett, and you are... No, you're not. And you're watching me on Siri Club. Vous découvrirez en exclusivité les premières infos de la prochaine série Stargate, du jeu vidéo et bien d'autres surprises. Moi j'adore les surprises. En résumé, vous allez tout savoir de la Porte des Étoiles. Stargate est une licence à succès, c'est le moins que l'on puisse dire. Un film, 2 séries, SG-1 et Atlantis, 314 épisodes tournés, un dessin animé, 2 téléfilms et une 3e série dont le tournage démarre quand ? J'allais justement vous demander la même chose. Eh ben ça démarre en février 2009, ça vous convient ? Oui, ça me paraît bien. Mais revenons au point de départ de l'aventure Stargate. Elle commence en 1994. Roland Emmerich, réalisateur d'Independence Day et de Godzilla, réalise Stargate, la Porte des Étoiles avec Kurt Russell et James Spader. 2 ans après le succès énorme du film, la MGM achète les droits et lance une série en 97, Stargate SG-1. Ce sont Brad Wright et Jonathan Glassner, déjà papa d'Au-delà du réel et de Poltergeist, la série qui s'y colle. SG-1 reprend le concept du film, l'histoire d'une équipe de l'armée qui explore d'autres planètes grâce à la Porte des Étoiles. Et il mène une lutte sans merci contre des extraterrestres belliqueux. À leur tête, on retrouve un certain Richard Dean Anderson. J'étais un grand fan de la saga Indiana Jones, ce genre qui a bercé mon enfance. J'ai toujours été attiré par les films d'aventure. Richard, pendant ces temps, c'est bien sûr le héros de MacGyver, le type qui fabrique un char d'assaut avec un canif et 3 cotons-tiges. Si j'arrive à chauffer ces fils, ça dégagera une chaleur qui cuira le mercure. Et se transformera en gaz. Dans Stargate, je joue un militaire qui utilise des flingues, qui voyage dans d'autres mondes. MacGyver était l'opposé de ça. Ces 2 personnages sont l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche d'un même cerveau. Un Richard qui s'entoure d'ailleurs d'acteurs qu'il a croisés dans MacGyver. Chris Judge, alias Tilk, regardez bien, le voici, c'était en 1990. You are a large mass. I am a much smaller mass, but with a lower center of gravity. Now let's check out this equilibrium principle. It's your funeral, man. Maybe so. Don Davis, décédé en juin 2008, a lui aussi été engagé grâce à MacGyver. Il y fait une petite apparition. Alors vous rigolez pas? Non, foncez! Mais surtout, à l'époque de MacGyver, il travaillait dans l'ombre. Dans MacGyver, Richard Dean Anderson avait un patron joué par l'acteur Dana Elkar. MacGyver, félicitations du jury. Je lui ressemble beaucoup. Je suis devenu sa doublure lumière et même son cascadeur. Puis après, c'est moi qui suis devenu le patron de Richard dans Stargate. Vous n'avez jamais songé à raconter vos exploits dans un bouquin? Oh, ça me tente bien, si. C'est un plaisir immense, ce retour aux sources. L'affectation du capitaine Carter sur cette mission ne se discute pas, c'est un ordre. Et dans le premier épisode de SG-1, en VO, les auteurs ne pourront s'empêcher de faire un petit clin d'œil à MacGyver. This is how they controlled it. It took us 15 years and 3 supercomputers to MacGyver a system for the gate on Earth. Stargate SG-1 va vite devenir la série de SF la plus longue de toute l'histoire de la télé. Mais alors, Stargate, pourquoi ça marche? Je veux une réponse claire.
Alors, la recette Stargate, ce sont plusieurs ingrédients. Tout d'abord, un concept déclinable à volonté. On a un concept avec une porte qui permet de se rendre dans différents endroits. C'est le plus de cette série. On ne se rend pas dans un seul lieu, on voyage dans les galaxies. Cette porte, c'est une métaphore. Le miroir d'Alice au Pays des Merveilles. Vous passez au travers et vous êtes plongé dans une aventure. Vous pouvez y faire ce que vous voulez. J'adore être juste sur la ligne qui vous sépare de ce mur d'eau et d'un autre monde. Vous imaginez s'il y avait un mur de briques juste derrière? C'est fou, on arrive même à voir les fluctuations de la porte d'arrivée. Ouais. Stargate, c'est aussi de la science-fiction pure et dure, qui se passe de nos jours, mais de la science-fiction qui sait également ne pas se prendre au sérieux. Je pense que la popularité de Stargate Atlantis est basée sur ces histoires très brillantes et drôles à la fois. Vous êtes lequel? C'est moi, Rodney. Le gentil vous ou le méchant vous? C'est moi. Et c'est... vous. Vous? Bah oui, je crois. Merci. On n'essaie pas de faire de grandes théories concernant l'état du monde, ce qui se passe d'un point de vue politique, comme beaucoup de séries. Malgré tout, on l'aborde un peu. Mais c'est avant tout une série qui plonge des gens ordinaires dans des histoires extraordinaires. Et c'est fun, c'est une aventure. À mon signal, repliez-vous sur la gauche. Allez-y. Fox 4, à vous. Et c'est amusant de lutter contre des extraterrestres, de voyager dans l'espace, et c'est encore plus drôle de les tuer. Bon, ok, c'est amusant, mais jouer dans une série de science-fiction, même si on est bien maquillé et qu'on a un look à faire craquer toutes les filles, ça ne devient pas fatigant à la longue? Si je suis fatigué de bosser dans l'univers science-fiction, vous voulez dire Sci-Fi, la chaîne qui diffuse Stargate, ou vous parlez du genre SF? La meilleure chose concernant la SF, c'est qu'elle offre l'opportunité aux scénaristes de créer tout ce que leur imaginaire peut inventer, pas comme dans une série réaliste. Si j'avais joué dans Urgence pendant 10 ou 11 ans, je pense que ça m'aurait pris la tête de devoir apprendre tout le côté réaliste de la médecine et des relations entre les différents personnages. Fini. Je pense que, en tant que genre, la science-fiction offre le spectre le plus large en termes de créativité. Je n'ai aucune idée de ce que je viens de dire, mais c'était énorme. Autre ingrédient, une ambiance vraiment incroyable sur le plateau, même si certains acteurs veulent nous faire croire le contraire. On vous a menti, il y a une ambiance de mort, c'est terrible. Je ne suis pas Ronon. C'est pas de mal à veille que je vais poser dans certains magazines, mais je sais quand même me battre et rester debout quand il le faut. Non, sur le plateau, c'est tellement la foire qu'on se demande parfois comment on parvient à finir le boulot. C'est marrant comme le pantalon me va moins bien après le déjeuner. C'est un peu comme dans un bus d'écoliers. Il y a toujours les élèves au fond qui sont les pitres de service. C'est incroyable qu'on parvienne à finir certains épisodes en temps et en heure. On est vraiment un groupe d'acteurs qui adorent travailler ensemble, qui adorent passer du temps ensemble. On s'amuse vraiment. Je vais au boulot en me disant, je vais m'amuser, on se marre, on est joyeux entre camarades et avec une équipe technique formidable. C'est génial, c'est vraiment comme se sentir à la maison. Et ça, c'est rare. Vous savez, moi c'est vraiment avec Chris que je rigole. Vous croyez que je peux raconter cette histoire? Chris produit vraiment des gaz terribles. C'est en quelque sorte sa grande fierté. Il ingurgite trop de fibres et ça provoque des choses terribles. On est obligé d'évacuer le plateau parce que ça pue et l'équipe n'en peut plus. Un jour, Christopher portait une combinaison d'astronaute hermétique, avec un système d'oxygène. Et là, il a eu un gaz. On s'est regardé avec l'équipe savourant l'instant. Il était coincé dans sa combinaison, il devenait vert. Je n'oublierai jamais cette expression sur son visage.
Et là, l'équipe a explosé de rire. Ah, c'est parti. Le premier épisode de Stargate est diffusé le 27 juillet 1997. Pendant 10 saisons d'SG-1 et 5 saisons d'Atlantis, nos héros vont passer leur temps à voyager, à faire des allers-retours. Dans Stargate, on passe d'une planète à une autre, on croise une multitude de peuples, on voyage dans le temps, ça n'arrête jamais. Du coup, même les scénaristes s'y perdent, parfois. Vous savez, quand vous avez écrit plus de 300 histoires de cette franchise, par moment vous vous demandez si vous n'avez pas déjà écrit telle ou telle chose. Mais on se dit c'est différent, ça concerne un autre personnage. Quand vous développez une histoire pendant une semaine et que vous vous dites « Attends une minute, mais ça on l'a déjà fait, on ne peut pas le refaire ». C'est un vrai challenge de trouver à chaque fois des idées nouvelles. Des scénaristes qui vont prendre en plus un malin plaisir à faire des allers-retours aux personnages et aux acteurs. Départ, retour, disparition, arrivée, voici un petit résumé des nombreux rebondissements de cette aventure. En fin de 5e saison, premier gros rebondissement, la mort de Daniel Jackson, victime d'une trop forte dose de radiation. En fait, l'acteur était déçu de l'évolution de son personnage. Bon, ça ne l'empêchera pas de revenir en saison 7. Comment il a réussi à faire ça? La magie de la télé. À la même époque, Showtime, la chaîne qui diffuse SG-1, décide d'arrêter la série. Finalement, Stargate est reprise sur une autre chaîne, Sci-Fi, qui encourage à poursuivre la production. En fait, ils ont décidé de poursuivre la série. L'idée de tout arrêter est repoussée après la saison 6 et puis après la saison 7. Vous savez, celle où l'on retrouve Daniel Jackson amnésique sur une autre planète. Vous suivez toujours là? J'ai trouvé. Ça y est, j'ai trouvé le lien. Sir Gawain Segowalkmey, Kulvik et Olwen, d'où Venus Ganbray. À la même époque, les producteurs proposent de lancer un spin-off d'SG-1, une série dérivée. Le tournage d'Atlantis démarre en février 2004. On y revient dans un instant parce que sinon on va s'embrouiller. SG-1 continue donc son bonhomme de chemin, même si Richard Dean Anderson quitte l'aventure en fin de saison 8, les aliens, ça commençait à lui prendre la tête. J'ai plus mon personnage principal. Comment je vais faire? Introduisez un nouveau personnage pour le remplacer. Ils vont même en introduire 3. Ben Browder, Cameron Mitchell, ancien de la série Farscape, tout comme Claudia Black, alias Vala. Ils introduisent aussi le général Landry, interprété par Beau Bridges, le frère de Jeff, l'acteur. Vous suivez toujours? La saison 9, elle, est très sombre. Les auteurs cherchent un nouveau souffle, mais ça commence à sentir la fin. On a fait de notre mieux et ça n'a pas suffi. Enfin, la 10e saison d'SG-1 est donc la dernière, avec entre autres un 200e épisode complètement délirant. Et coupé! Les auteurs vont y faire des clins d'œil à des films et à des séries. Ils vont entre autres parodier Star Trek. Je capte des flux énergétiques étranges, mon colonel. Je pense que la singularité est prête à exploser. Torpille un photon pareil, colonel. On a un problème. Une éruption solaire. L'onde de choc fonce droit sur le vaisseau. Parodier les films de zombies. Mais aussi la série Les Sentinelles de l'air et ses fameuses marionnettes. Bonne chance. Facile à dire, lui reste au chaud. Et un certain Richard Dean Anderson fait même une petite apparition dans ce 200e épisode. C'est pas vrai. Ça fait déjà 200. Mais ça se fait. Ça me donnerait l'occasion de retraverser ce bon vieil orifice. Enfin, quelques semaines après, l'équipe tourne l'ultime épisode d'SG-1, le 214e. On savait tous que ça allait être un jour triste, on essayait de ne pas y penser. C'était à 1h30 du mat, un tournage tardif. Tout le casting était présent, c'était le moment où l'on allait franchir la porte des étoiles pour la dernière fois. On l'a fait, d'abord Christopher, il ne pouvait plus parler. On a passé la porte, on s'est mis à pleurer, et là on a entendu « On doit la refaire !» Et quand on a terminé, on a eu le sentiment d'être en 1000 morceaux. We broke down. À très bientôt.
En parallèle, le studio avait donc lancé en 2004 une nouvelle série, Atlantis. Elle reprend le concept avec une nouvelle équipe bloquée dans la cité perdue des anciens dans la galaxie de Pégase. À sa tête, Joe Flanagan, alias John Shepard. L'acteur n'avait jamais entendu parler de Stargate. Moi, je n'avais jamais vu Stargate. Et en fait, quand j'ai reçu le script, j'étais un peu ennuyé. J'ai appelé mon agent lui disant « Je crois que ce n'est pas pour moi ce truc. Je ne me voyais pas dans la science-fiction. Je ne suis pas certain de vouloir faire ça. » Et ils m'ont dit de regarder la série, car c'est un show intelligent et plein d'humour. C'est ce qui m'a sauvé. L'un de vos vaisseaux a lancé une attaque. Leur première frappe a visiblement fait des dégâts. Génial. L'autre vaisseau russe n'est pas touché, mais vos forces continuent d'attaquer. Bon, vous allez me faire un résumé complet ou bien on se casse d'ici? De ce côté. À ses côtés, on retrouve Rachel Luttrell, alias Teyla, et McKay, le scientifique un peu ennuyeux, interprété par David Hewlett. Ah, super. Et vous trouvez ça drôle? Il avait participé à 7 épisodes d'SG-1. Quand les producteurs le rappellent, il tombe de haut. C'était une surprise pour moi, mais encore plus pour les fans. Parce que les fans se sont écriés « Quoi? Pourquoi vous le faites revenir? Pourquoi lui ?» L'amusant avec McKay, c'est qu'étrangement, vous vous identifiez à lui. On a tous quelque chose de McKay en soi. C'est celui qui a toujours en premier la bonne réponse à toutes les questions. En fait, ce que vous voyez là s'appelle le disque d'accrétion. C'est de la matière capturée par le puits gravitationnel du trou noir. Mais lui, on le voit pas. C'est l'élève premier de la classe qui lève toujours le doigt. Le mec qu'on déteste parce qu'il a les réponses aux questions qu'on n'a pas. Bon, on en a pour quelques minutes. Le temps que la porte soit en position et prête à ouvrir un vortex. Et comme je n'ai pas déjeuné, je vais aller me faire un sandwich. Quelqu'un veut quelque chose? Une boisson fraîche? Non? Sûr? Bon, j'y vais. Ce qu'il y a d'effrayant, c'est que plus je le joue, plus je lui ressemble. Pas son côté futé, mais son côté arrogant. Vous savez, j'ai plus de temps pour travailler le côté arrogant que son intelligence. Mais depuis le début d'Atlantis jusqu'à la saison 4, je suis plus devenu McKay, bien plus que je ne l'aurais souhaité. Et surtout plus que ma fiancée ne le voudrait. Le soir, quand je rentre à la maison, elle m'accorde 5 minutes pour quitter mon personnage, car on ne peut pas claquer des doigts à sa fiancée, ça marche pas. Ça marche bien sur le tournage. Dans la saison 2 d'Atlantis débarque Jason Momoa, un Hawaïen vu dans Alerte à Malibu. Il devient un peu le Teal'c d'Atlantis, un baraqué venu d'une autre planète et qui adore dégommer les Wraiths, les méchants d'Atlantis. La production engage également Mitch Pileggi, l'ancien patron des agents Mulder et Scully dans X-Files. Désolé, monsieur. On a fait ce qu'on pouvait. Vous n'avez pas à vous excuser, Major. Repliez les canons. Nous avons besoin d'alimenter le bouclier latéral. Il faut canaliser toute notre énergie si on veut s'en aller d'ici. Enfin, le seul personnage d'SG-1 qui va véritablement intégrer Atlantis, mais dans la saison 4, c'est Carter, alias Amanda Tapping. Colonel Carter, bienvenue sur Atlantis. Je suis heureuse d'être ici, merci. À mes yeux, il se débrouillait très bien dans Atlantis, sans personnage d'SG-1. Je ne savais pas comment les acteurs, les fans allaient réagir, et je traînais un peu les pieds. Mais la façon dont ils me l'ont présenté était attrayante. Ils m'ont convaincu de l'intérêt de la chose, et c'était vraiment un nouveau personnage à interpréter. Ça n'était plus la vieille Carter. Et là, j'ai dit OK. J'ai parlé aux autres acteurs d'Atlantis, ils étaient super. Atlantis, c'est vraiment génial, et je me suis sentie flattée. Je n'ai jamais rien vu d'aussi fabuleux. Venant de quelqu'un qui a autant voyagé, ça veut dire quelque chose. Stargate est tourné à Vancouver, au Canada, en Colombie-Britannique. Vous êtes sûr? Évidemment. Depuis 20 ans, on tourne à Vancouver un nombre considérable de séries américaines. Les studios installent leur production pendant 8 mois ici chaque année. Ils y font des économies considérables en faisant travailler la main-d'œuvre locale à des tarifs moins élevés qu'à Los Angeles, où se tourne la majeure partie des séries. Les gens commencent à comprendre que Stargate contribue à l'économie locale. Nous avons injecté plus de 500 millions de dollars depuis le début de la série, ici, en Colombie-Britannique.
Vancouver offre également des paysages incroyables pour les scènes tournées en extérieur. Forêts, montagnes, lacs, beaucoup de pluie, mais aussi une lumière unique. L'idéal pour créer les nombreuses planètes que nos héros visitent. Pour les habitations, les villages, les intérieurs, tout ce qui touche à l'architecture, c'est James Robbins, le grand Manitou, qui supervise. Chez lui, c'est l'imagination qui travaille le plus. Je dessine tout ce que je veux. Je présente mes croquis et les producteurs me disent un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, un peu trop. J'y retourne, je retravaille mes croquis et je présente à nouveau jusqu'à ce qu'ils disent oui. Ensuite, on démarre la construction, maquette, puis modèle réduit, puis décor grandeur nature. Concernant les Wraith, on a travaillé sur quelque chose de très organique. À l'origine, ils étaient décrits comme des vampires qui ne sucent pas le sang, mais l'essence des gens. Initialement, j'ai dessiné quelque chose de trop effrayant pour la télé. Mais on s'y est remis pour rendre ça plus abordable du point de vue des effets spéciaux. Dans cette série, la liberté que j'ai vient de ce monde, qui est extraterrestre. Je n'ai pas à tenir compte des standards de l'architecture. Là, par exemple, j'ai construit une double arche, dont le point central tient dans le vide. Ça ne pourrait pas exister en architecture dans le monde réel. Mais c'est esthétique, je joue avec les choses, et plus je casse les règles, plus je suis heureux. La production de Stargate fait travailler des centaines de techniciens. Côté maquillage, la tâche est énorme. Dans Stargate Atlantis, ce sont les méchants Wraith qui donnent du fil à retordre à nos spécialistes, surtout lorsqu'on leur demande, comme ici, de créer le Big Wraith. Ça a été conçu sur le moule de son visage. C'est pile à sa taille. Mes expressions faciales se voient, c'est fantastique. On n'est pas simplement un monstre, il y a un vrai jeu d'acteur, c'est cool. Méchant Wraith, tu vois, je peux te faire sourire. À première vue, le costume n'a pas l'air confortable, mais il me va comme un gant. Ce processus de préparation est très élaboré. C'est fou comme ils sont méticuleux, et mon confort est leur priorité. C'est très important pour un acteur de pouvoir se concentrer sur le jeu, et pas uniquement sur son visage qui gratte un peu à cause de satanées prothèses. Les prothèses, ça complique un peu les repas. C'est mon petit déjeuner. Et en dernier, on met les lentilles. Mais avant, il y a ce petit écart entre l'œil et le masque. Il faut que ça devienne invisible. À la fin du processus, la seule chose d'origine, c'est le blanc de mes yeux. Le département costume est lui géré par 10 personnes, des couturiers de choc. Mais d'autres corps de métier sont amenés à y travailler régulièrement. Bijoutiers, bottiers, forgerons, tanneurs, teinturiers. Chaque costume doit être réalisé au maximum en 15 jours. Et les costumes dans Stargate font partie intégrante du show. Ici, on soigne le look. Demandez donc à Jason Momoa. Je suis arrivé ici et ils avaient une idée précise de ce à quoi je devais ressembler, mais au fil du temps, ça a un peu évolué et ils m'ont demandé de faire des suggestions. Ça, c'est un pantalon à moi, ça, ce sont mes tatouages, mes cheveux. Ce qui va être génial, c'est que je peux me rendre au département costume et leur demander de me concevoir, par exemple, à partir d'une vieille veste militaire de la guerre du Vietnam, une autre veste, mais un modèle en cuir. Je leur ai fait aussi rajouter des encoches pour les couteaux dans mon pantalon. C'est vraiment exceptionnel, car vous pouvez faire fabriquer ce que vous voulez. Dès le pilote d'Atlantis, les spécialistes des effets spéciaux de Stargate sont récompensés au Canada par le Gemini Award des meilleurs effets. Depuis la naissance du show, beaucoup de techniciens venus du cinéma s'amusent sur cette série qui demande chaque semaine son lot d'effets. Le producteur Robert C. Cooper adore ça. Il s'est entre autres beaucoup amusé sur l'épisode Cauchemar sur Atlantis. Et tout ce que vous voyez ici, c'est un hommage au film Alien. C'est une recréation de la scène où l'alien sort du ventre de John Hurt. Le personnage de Keller
enfant, c'était la chose dont elle avait le plus peur. Elle a fait donc ce cauchemar d'un Iratus sortant du ventre de Tela. J'ai trouvé ça bien de faire référence à Atlantis dans la scène en faisant sortir un Iratus de son estomac plutôt qu'un alien. En fait, ils construisent d'abord un torse qu'ils posent sur le lit. Ensuite, ils creusent un trou dans le lit. Rachel glisse sa jambe dans ce trou qui est à l'oblique. Elle est donc couchée sur une planche déclive. On voit son corps en haut et ses jambes en bas. C'est un vieux truc de magicien pour l'avoir coupé en deux. Dans ce cas, le bas du torse a un abdomen réaliste, d'où sortent les rouages de la créature. Enfin, voici Robert Davidson. Lui, c'est le roi de la récup. Bienvenue dans sa caverne d'Ali Baba. Tous les objets, les armes en tout genre, éléments de décor, fauteuils, vaisseaux, c'est lui qui les conçoit et surtout qui les stocke. Des milliers d'objets classés, rangés dans d'immenses hangars. Il utilise toutes sortes de matières pour coller à l'univers Stargate. Et l'ustensile qu'il utilise le plus, vous en avez tous chez vous. Vraiment, je pense que c'est la peinture. C'est incroyable ce que l'on peut faire grâce à la peinture. Par exemple, accroché au mur là, il y a beaucoup d'éléments de décor où l'on utilise uniquement des jouets. Et on les colle sur des plaques. Évidemment, comme vous les voyez, ils sont de différentes couleurs. Des couleurs lumineuses, c'est affreux. Mais quand on les peint, ça unifie toutes les petites pièces. On fait alors 20 panneaux comme celui-là pour les accrocher sur les murs du vaisseau. La plupart de ces éléments sont en arrière-plan. Et comme on dit dans notre milieu, dans les champs contre champs, la caméra est sur toi, sur moi, sur toi. Et ce que l'on voit dans le fond est flou. Mais aujourd'hui, avec la haute définition, on voit beaucoup plus les détails. Donc on doit s'assurer que tout est parfait. C'est bon, l'appareil est fixé et branché. On dirait que l'alimentation interne s'est rallumée automatiquement. Je ferme la porte arrière. Rendez-vous sur la planète. Entendu, mon colonel. Bonne chance. Les réalisateurs nous disent on veut ça et maintenant. Parfois c'est difficile à concevoir. Vous devez trouver des idées rapidement ou de très bonnes excuses. Une série devient vraiment culte lorsqu'on commence à la parodier. Sur Internet, les fans se déchaînent. On peut y découvrir Stargate Atlantis en Lego, des dessins animés, No animals were harmed while making this clip. Et bien sûr, des détournements. Les mecs, juste une question. Pourquoi on est là? On va fêter l'anniversaire de Major Davis. Ah ouais? Alors pourquoi on n'est pas invité? Pourquoi on n'y va pas? Hein? Pourquoi on n'y va pas à l'anniversaire de Major Davis? Faut me répondre ça? Non, vous n'êtes pas capable. Non, ne se merde. C'est moi qui ai dit qu'on n'y allait pas. Parce que j'ai pas envie de le sciller, il y a que Tilk qui a le droit d'y aller. D'accord? Il y a que lui là. C'est le gros noir là-bas. Ouais, il y a que lui. Que lui. Que lui qui a le droit d'y aller. En effet. Voici d'ailleurs un autre détournement qui annonce la convention Stargate à Paris les 21 et 22 février. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je crois qu'elle réserve un hôtel sur Internet pour notre séjour à Paris. C'était pas encore fait. Mais ça fait des mois qu'on en parle. Ouais, mais... Sinon, votre week-end, il s'est bien passé? Tranquille la forme? Ouais. Ouais, mais il est dingue ce type, franchement. Ça se voit qu'il est pressé d'arriver à la convention. Ouais, hein. sauf qu'il s'est gouré de route. Paris, c'est dans l'autre sens. Ah mais ouais, carrément. Bon, Carter, tu fais du stop, ok? Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'il y a à la convention, Daniel? Eh ben, plein de trucs. Hey! Explique. Ah, il y aura des animations, des mecs déguisés en cosplay comme nous, et aussi un grand concours pour pouvoir assister au doublage dans le studio de Stargate Atlantis pour la saison 5. Les fans, justement, sur ce genre de série sont très présents. Les créateurs des séries Stargate l'ont d'ailleurs bien compris. Les fans connaissent les épisodes par cœur, les sites qu'ils créent sur Internet sont de vraies mines d'infos, même pour les auteurs.
Ce qu'il y a d'extraordinaire avec la communauté des fans et leur base de données, c'est qu'ils les font un peu pour nous, ça nous aide bien. Wikipédia est très riche, très dense en informations. C'est une véritable encyclopédie avec des extraits, des informations qui se recoupent, des vidéos. Toutes ces références est ahurissant. Ça nous aide énormément. Surtout pour les noms, en particulier quand on introduit un nouvel extraterrestre. En particulier sur la saison 4, on a découvert une Bible bien plus imposante que... La nôtre, la vraie Bible. La vraie Bible. Franchement, après la saison 4 jusqu'à aujourd'hui, quand on voulait vérifier quelque chose, on allait sur gateship1.net. Les fans sont également très réactifs aux histoires que les auteurs leur imposent. Exemple, dans Stargate Atlantis saison 3, ils décident de tuer un personnage, Carson Beckett. Qu'est-ce que vous faites? C'est moi qui y vais. Vous pouvez à peine marcher. Si, je peux marcher. C'est m'asseoir qui est dur. Arrêtez, vous ne savez même pas parce tirer. que vous êtes Rambo, peut-être. Le public va réagir en allant manifester sous une pluie battante devant les studios où se tourne Stargate. L'un des producteurs et l'acteur David Hewlett iront même à leur rencontre. Qui est-ce qui vous manque? Vous savez, on a tué beaucoup de personnages dans la série. Et je crois que les gens se sont dit « Assez ! Arrêtez de les tuer !» Vous seriez venu si on avait tué David Hewlett? Honnêtement, probablement pas. Honnêtement, vous avez raison. Bon, ok, je l'ai tué, d'accord, mais ce n'est pas comme si j'étais arrivé un matin et que j'avais dit et si on tuait Carson Beckett? Mais c'est ce que pensent les fans, que j'ai décidé de le tuer en écrivant le scénario d'un épisode. Je suis venu vous dire que je vous pardonne parce que vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Ah si, je savais, j'ai écrit l'épisode. Niez-le, ça vaut mieux pour vous. Quoi, que je nie? Oui. Bienvenue mec, on est content de ton retour. Allez, on y va. En 2007, SG-1 et Atlantis stoppés, les producteurs décident de réaliser 2 téléfilms. Les tournages se déroulent entre avril et juillet. Ark of Truth clôt la saison 10 d'SG-1 et Continuum est une histoire indépendante. À défaut d'une sortie en salle à une époque envisagée, ces 2 histoires inédites d'1 heure et demie sont sorties exclusivement en DVD il y a quelques semaines. On tourne un épisode d'habitude en 7 jours. Un épisode en 2 parties, avec une seconde équipe, en 14 ou 15 jours parfois. Et sur les téléfilms, on a eu 18 jours. C'est un peu plus conséquent, enfin beaucoup plus conséquent, et le budget était très confortable pour un film de télévision. Même si ce n'est pas Spider-Man ou un gros film d'action. Pour le téléfilm Continuum, le studio met le paquet. Dans le scénario, une séquence entière se passe sur un navire des années 20. Impossible d'en trouver un, les décorateurs vont le fabriquer en studio. Presque entièrement construit en bois, c'est la magie de la peinture qui va rendre le bateau réaliste. Ensuite, vous le montez sur une suspension à cardan pour secouer un peu les comédiens. L'histoire de Continuum se déroule en partie dans l'Arctique. Pas de problème, l'équipe décolle alors pour le pôle Nord, à 400 km de l'Alaska. Vous atterrissez sur une bande de glace. Vous voyez un peu partout des blocs de glace qui se brisent et l'avion atterrit sur une partie plane. C'est incroyable. Et quand vous marchez la première fois jusqu'au camp, vous réalisez que la première terre habitée est à plus de 300 km et que vous êtes entouré de glace en mouvement. C'est une expérience impressionnante. Je le sens pas, cet endroit. Arrêtez, Cam. Ça sert à rien. Il n'y a personne à des centaines de kilomètres. C'est quoi ça? Après le choix des producteurs de tourner en Arctique, le scénario a évolué suite à une proposition plutôt alléchante de l'US Navy. L'idée du scénario pour Brad a évolué lorsque l'US Navy est venu nous voir et nous a dit « Vous savez, si vous tournez en Arctique, on aimerait vraiment vous donner un coup de main. On a 2 sous-marins nucléaires, et vous pourriez les filmer. »
Et à mesure que les choses avançaient, ils nous ont même proposé de nous confier 2 énormes avions cargo C-130 et 2 chasseurs F-18. Ils nous attendaient à l'aéroport de Vancouver. Nous vous attendions. Bonne chance. Du coup, Brad a dit « Waouh, je vais tourner un film autour de ça ». Et on a été la première série à tourner si près du pôle Nord, en Arctique. C'était une expérience très cool de s'installer là-bas. Très froide surtout. Le froid, parlons-en. Michael Chance, un peu frileux, ne souhaitera pas partir tourner là-bas à cause d'autres engagements ou peut-être d'un petit caprice de star. Je leur ai dit, vous savez, l'Arctique, c'est vraiment très loin. Et en plus, il fait très très froid. Ça ne me dit vraiment rien d'y aller. Vous allez devoir m'amener l'Arctique ici en studio et ils ont cédé. Du coup, je pouvais venir en voiture. J'étais assuré que c'était un décor de plateau et je pouvais me réchauffer si besoin. Du coup, l'équipe va réfrigérer le plateau, un tournage en studio à moins 20 degrés. Amanda Tapping, elle, Carter, était ravie de cette expérience, surtout parce qu'elle retrouvait ses vieux potes d'SG-1. Les garçons me manquent. L'équipe d'SG-1 me manque. Ce sont mes frères, surtout Chris. Particulièrement parce qu'on se retrouvait ensemble tous les matins au maquillage. La matinée démarrait toujours avec les bisous de Chris. Et chaque soir, ça se terminait ensemble aussi au maquillage. Cette routine, ces habitudes me manquent. Tout à l'heure, on a fait une séance photo pour les téléfilms et on s'est marré. On a vraiment rigolé. Ça va être difficile pour eux de trouver une bonne prise sur laquelle on ne rigole pas. Pour Stargate, évidemment, l'aventure continue. Que croyez-vous qu'il va se passer? Alors, première bonne nouvelle, après les succès en DVD des 2 téléfilms Stargate, la production va en réaliser au moins 2 autres. C'est pas vrai. Et si le premier reprendra l'histoire d'Atlantis, là où elle s'est arrêtée dans l'ultime épisode en fin de saison 5. Et le second mettra en scène l'équipage d'SG-1, dont Richard Dean Anderson, beaucoup plus présent que dans Continuum. Content le Richard? Ah. Eh bien, de mon côté, j'ai pas trop à me plaindre. Autre événement, la sortie du jeu vidéo Stargate. Pardon? C'est tout ce que vous avez à dire? Mais non, laissez-moi en placer une. Le jeu s'appelle Stargate Worlds. C'est un jeu online, à la fois un FPS, un jeu de tir à la première personne, et un RPG, un jeu de rôle inclus dans la mythologie d'SG-1 et d'Atlantis. Côté histoire, vous pourrez y coloniser de nombreuses planètes, vous initier à l'archéologie, la science, la diplomatie et bien sûr, dégommer de l'extraterrestre. Enfin, en février, démarre à Vancouver le tournage de la 3e série Stargate intitulée Stargate Universe. La série va se dérouler à bord d'un vaisseau, le Destiny. L'histoire sera centrée sur l'utilisation du 9e chevron de la porte. Jusqu'à maintenant, seulement 8 chevrons avaient été utilisés. On aimerait bien en savoir plus, Monsieur Cooper. Cette nouvelle série va se passer de nos jours. Nous pensons depuis le début que ce qui contribue au succès du concept, c'est que ça se passe aujourd'hui. Ça parle de nous, des gens de notre âge, qui doivent gérer des choses fantastiques. Et vous pouvez au moins nous dire quelles sont les différences avec les autres séries? Entre la nouvelle série et ce que nous avons fait avant? Non, pas vraiment. C'est top secret. Oui. D'accord. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Eh bien oui, c'est du secret défense. On peut quand même vous dire qu'à la tête de cette nouvelle série, on retrouvera Robert Carlyle, le héros de Full Monty et de 28 semaines plus tard, dans le rôle du docteur Nicholas Rush. La série sera diffusée à l'automne aux États-Unis. Vous l'aurez donc compris, la Porte des Étoiles vous réserve encore bien des surprises.